Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se sent accroché. C'était prévisible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. pour un épisode consacré au Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. C'est le 17e de la saison. Et qu'est-ce qu'on a vu ce week-end ? Eh bien, on a vu ce week-end une nouvelle victoire de McLaren qui prend la tête du classement constructeur, mais peut-être pas une victoire du bon pilote, car il s'agit d'Oscar Piastri qui a été impressionnant, tandis que Norris, lui, avait raté ses qualifications. On a vu aussi le prince Charles Leclerc qui avait toutes les cartes en main pour être couronné roi de Bakou, mais qui s'est couché, un petit peu maté par Piastri, on va dire. On voit maintenant une lutte à 4 écuries pour les podiums, et ça rend les choses assez excitantes. On a vu un crash entre Sergio Pérez et notre ami Carlos Sainz, qui confirme qu'on n'a pas forcément affaire aux deux zèbres les plus rayés de la savane, comme on a pu entendre. Et puis on a vu encore un week-end véritablement un peu lamentable pour Alpine, qui réussit toujours à nous surprendre dans la médiocrité. D'ailleurs, ça y est, ils ont été doublés, ils sont avant-derniers du classement constructeur. Autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. Je retrouve Lance Niol. Comment ça va, Lance ? Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Ça va. On est au milieu d'un double header. On va remplir les miles pour la carte et obtenir un petit voyage en avion gratuit. Donc tout va bien. Ok, très bien. On retrouve aussi autour du barbecue, il nous avait manqué sur l'émission précédente de rentrée, Takuma Sado. Ça va bien aussi ? C'était bien les vacances ? Mais ça va, les vacances se sont bien passées, elles sont passées trop vite, c'est le signe de bonnes vacances. Très content d'être de retour pour parler de Formule 1. C'était un Grand Prix. C'était un Grand Prix. C'était un Grand Prix, il était là. Il était là. Et pour en parler aussi, on retrouve l'ami Charles Carrefour. Ah, c'est pas lui qui vient de parler. Elle était bonne celle-là, mais c'est même pas un jiggle. Voilà, ça, c'est. Tu vas en parler d'Alpine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, mais il y en a qui sont cohérent. Non, mais il y en a qui doivent gérer un peu les enfants au milieu des émissions. Les stratégistes Sauber qui viennent de parler. Bon, il est un peu jeune, le projet est long chez Audi, mais bon, bah voilà. En tout cas, c'était parfaitement adapté. Bon, comment ça va, Charles ? Promis, tout va bien de mon côté. Là-dessus, tout va bien, c'est pas un problème. J'ai passé un très bon week-end, de très bonnes vacances. Et effectivement, ce Grand Prix était un Grand Prix. D'accord. Ok. Bon. Ben écoutez, on va justement en parler, on va faire le tour de ce beau Grand Prix de Bakou qui nous réserve à chaque fois quand même des rebondissements. Il se passe quand même souvent quelque chose. On a peut-être attendu un petit peu longtemps qu'il se passe quelque chose. On a surtout vu quand même cette lutte assez intéressante pendant le dimanche de course entre Charles Leclerc et Oscar Piastri aux avant-postes, avec rattrapé un petit peu par Sergio Pérez et Carlos Sainz en toute fin de Grand Prix. On va reparler de ce qui s'est passé, mais on va consacrer cette première partie d'émission à McLaren. McLaren qui, on les sentait de plus en plus dominants, on les sentait avoir pris le dessus sur Red Bull. Ça y est, ils sont passés devant au classement. Il y avait ce débat quant à voir si le titre de champion du monde des pilotes était accessible pour Lando Norris. Après ce week-end, ça devient compliqué puisque Lando Norris est parti 15e du Grand Prix. Il a quand même réussi à se hisser à la 4e place
Mais il a pas rattrapé beaucoup l'écart important qu'il a avec Max Verstappen. Et on a surtout vu le talent de Oscar Piastri qui confirme de week-end en week-end que même au sein de McLaren, pas difficile de dire qui est le pilote dominant. Et je vais poser la question directement à Charles Carrefour. Que penses-tu de cette situation du côté McLaren ? On les a vus avoir besoin d'éclaircir le statut des pilotes avant ce Grand Prix de Bakou. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Je pense que c'était, ils ont voulu s'éviter une guerre, je pense pour les 5-6 derniers Grands Prix. Je pense que aussi pour les médias, ça a permis de calmer le jeu et d'éviter peut-être de mettre de l'huile sur le feu à chaque question, de dire alors. Bon, ils continuent quand même de dire si vous êtes devant, est-ce que vous laisserez passer ? C'est pas là-dessus, c'est pas un problème. Mais du coup, oui, pour moi, ils ont bien fait de le faire, dans le sens où Norris était relativement déjà bien devant depuis un moment. Il a quand même, il a que 30 points d'écart, à vrai dire. C'est pas grand chose, mais il a montré quand même que depuis le début de saison, il a été toujours présent et toujours là au bon moment. Et en soi, bon, on le voyait un peu arriver aussi. Et comme ça a permis de calmer les choses. Après, je pense que pour ce Grand Prix-là, on va dire que heureusement, au moins que ça s'est fait naturellement, la mauvaise, enfin, on va dire, la situation où ils en sont arrivés s'est faite naturellement. Et du coup, ça a évité des consignes d'équipe à la con, ou potentiellement, ça aurait pu voler une victoire à Piastri, ou en tout cas, créer ce qu'on a pu voir en Hongrie. Donc, moi, je suis plutôt OK, et au moins comme ça, peut t'éviter une guéguerre, et ça se trouve, Piastri a pris quelques millions aussi, peut-être qu'en signant cet accord, peut-être qu'il s'est dit, bah ouais, mais moi je veux bien, mais peut-être ça se trouve, tu me rallonges parce que moi je suis pas là pour être numéro 2, quoi. Tu crois qu'il y a eu un deal ? Il y a eu un deal. Bah, en tout cas, visiblement, tout le monde a l'air, en tout cas, dans l'accord tripartite, tout le monde a l'air d'être OK, et donc ça me paraît très bizarre quand même que tu assumes le fait de pouvoir laisser des points et potentiellement une place au championnat, juste parce que ton collègue est devant toi au championnat. Alors que sûrement il y a un contrat, et ce contrat-là, ça se trouve, il est pas respecté en ayant ces termes-là. Donc ça m'étonnerait même pas, et je sais pas si ça se fait. Peut-être que les gars, vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça m'étonnerait même pas. D'accord. Parce qu'on rappelle que à l'issue des qualifications de ce Grand Prix, on avait un Charles Leclerc qui avait eu la pole position, qui avait été assez lui aussi brillant sur ses qualifications. Et puis voilà, il était suivi de Piastri. On avait Norris qui avait raté le cut. On va peut-être en parler, mais visiblement lui dit que c'est le drapeau jaune qui lui a fait un peu rater son tour de qualification. Pour d'autres, c'est qu'il s'est un peu sorti tout seul. En tout cas, il était loin, et donc forcément aux avant-postes, c'était pas lui, c'était son coéquipier qui a réussi à doubler Charles Leclerc, et qui a surpris tout le monde d'ailleurs en le faisant, et qui a ensuite réussi à défendre et conserver la tête du Grand Prix. Lance, que penses-tu au final de McLaren ? Nous inquiétait un petit peu au niveau de la stratégie. Nous avait parlé des papaya rules avant la course. On avait entendu justement cette histoire d'accord, mais qui n'était pas très claire dans les déclarations. C'était un peu du gloubi-boulga. Au final, ils ont réussi à remporter ce Grand Prix alors qu'on les donnait pas forcément favoris à l'issue des qualifications. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, le fait que notre ami Norris se soit qualifié un petit peu plus loin, ils se sont simplifiés aussi la chose, parce que là, Piastri était largement devant, donc finalement, la question se reposera peut-être plus à Singapour si les deux font des qualifs à peu près équivalentes. Mais en tout cas, côté McLaren, tu peux te dire, notre ami Norris a fait une remontée à la Maxou des grands soirs, en partant assez loin et en remontant pas mal de places, ce qui peut laisser un goût amer, parce que tu te dis que s'il n'avait pas raté, je pense que c'est un petit peu des deux. Il y a le drapeau jaune et le fait qu'il se rate aussi un petit peu. T'as un petit peu des deux, mais une meilleure qualif. Enfin, il part 5e ou 6e. On a quand même l'impression que il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux. Bon, en tout cas, côté Piastri,
En tout cas, ouais, il m'impressionne de plus en plus, ce bonhomme. Comparé à certains qui finissent deuxième de cette course, pour moi, il a vraiment l'étoffe d'un champion du monde. Ça taille. Takuma, est-ce que... Parce que pour moi, Leclerc est un pilote trop gentil. Piastri, lui, il rentre dedans. C'est sa première, enfin, l'une des premières fois où il peut jouer devant. Mais le mec, il dit fuck à son ingénieur. Il a une occasion, il la prend. Tu sens qu'il sent la course. Il a l'occasion de passer, il passe. Il a une fenêtre parce que s'il ne dépasse pas au tour 20, il dépasse peut-être jamais Leclerc et ça finit à faire du train-train jusqu'au bout. Donc en tout cas, le petit m'impressionne énormément. Ouais. Et on avait déjà vu ça avec avec Norris, avec son dépassement au premier tour sur son coéquipier d'ailleurs, qui avait eu quelques débats dessus. En tout cas, c'est vrai qu'il en impose. Je vais demander à Takuma, après ce week-end de course et puis ces dernières courses, on dit que Piastri quand même c'est du lourd. Est-ce que la comparaison par exemple avec un pilote comme Prost, qui était peut-être un peu moins charismatique que d'autres à son époque, fonctionne? Parce que il a de l'étoffe, ce garçon. Moi, je vois du Kimi Raikkonen dans Piastri, dans le sens où, quand tu l'entends parler et que tu le vois, il est là pour faire son boulot, il sait ce qu'il doit faire, il n'est pas là pour mettre de l'émotion, il est là pour gagner. Et le grand Kimi de la grande époque, c'était ça. C'est pour ça que il parlait peu et machin. Alors, lui, il est un peu plus ouvert, on va dire, sur ce niveau. Mais quand tu l'entends dans la voiture, quand tu le vois conduire, etc., il n'y a pas d'émotion. Il sait ce qu'il doit faire, il sait quand il doit le faire. Là, son dépassement sur Leclerc, c'est même pas une manœuvre. C'est ballsy, mais c'est pas suicidaire. C'est super bien fait. C'est même pas un truc où ça y va aux chausse-pieds, ça se pousse un peu dehors. C'est juste, il voit l'opportunité, il le sent, il y va et c'est fait magnifiquement. Alors, c'est sûr qu'il faut le tenter. Leclerc a pas eu le même cran de tenter un freinage aussi important à l'intérieur. Aussi, Piastri défendait bien. Mais moi, pour moi, Piastri, c'est pour ça que je dis que je vois du Raikkonen, c'est qu'il a vraiment ce côté très froid. Même quand tu l'entends à la radio, il est pas, tu sens pas des montées de ton ou des machins. Il est très froid. Qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Laissez-moi faire ça, je fais ça, etc. Machin. Ça va tout droit, c'est carré. Et il m'impressionne sincèrement. Si McLaren continue à être l'écurie alors elle est pas dominante, mais qui fait partie du très haut de tableau, elle est au top, mais elle est pas surdominante comme pouvait être une Red Bull, mais elle fait partie des voitures qui jouent à la gagne. Si l'an prochain c'est toujours comme ça, Piastri champion du monde, je pense pas que ce soit déconnant du tout, parce que ça sera sa 3e saison. Il aura vraiment eu le temps de s'imprégner de tout ça. On sera en fin de législation, de réglementation, puisque 2026, si je dis pas de conneries, c'est la nouvelle réglementation qui arrive. Tout à fait. Ouais. Donc, on peut commencer à mettre des billes sur un Piastri champion du monde, sauf si le petit aileron arrière un petit peu suspect du côté de McLaren fait que ça entraîne d'autres changements sur la voiture, puisqu'il y a Vous avez des infos Vous avez des infos sur ce sujet en dehors du bruissement sur les réseaux sociaux? On a vu, il y a des screens on a vu l'aileron s'ouvrir un tout petit peu, pas du fait du DRS, vraiment d'autre chose. Ce qui me fait dire, alors là c'est purement de la théorie, je n'ai aucune info, attention. Mais ce qui me ferait dire que il y aurait une zone grise du règlement, puisque c'est comme ça que fonctionne la F1, hein. Il y a une partie les mecs développent et il y a une partie les mecs lisent le règlement jusqu'à trouver des trucs à faire, c'est comme ça que ça marche. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ça c'est ça. Et je pense sincèrement qu'il doit la ligne sur l'ouverture de l'aileron, ça doit être marqué, il est interdit d'ouvrir la totalité de l'aileron en pleine ligne droite, ce qui influerait que c'est pas écrit que c'est interdit d'ouvrir qu'une partie de l'aileron. Et du coup, comme on peut le voir, il y a juste une toute petite partie qui est ouverte qui permet d'avoir une sorte d'effet DRS sans la pleine puissance du dit DRS. Et je pense que c'est un truc comme ça, c'est qu'ils ont dû trouver une manière détournée de le faire sans être hors la loi. Alors je pense que quand ils vont devoir, entre guillemets, rendre des comptes, quand il va y avoir explication, je pense que la FIA va dire, bon, ok, vous êtes bien gentil, on dit rien. Par contre, à partir de la saison prochaine, on précise, etc., puisque c'est souvent comme ça que ça marche, hein.
On se souvient de l'aileron, du volant, Ouais. du volant du DAS de Mercedes. de Mercedes, le double diffuseur, etc. Enfin, il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc après là, on va aller à Singapour, il y aura un peu moins d'intérêt, je pense, même si il y a 4 zones de DRS. Non, c'est maintenant à la Singapour. 4e zone. Ouais. Pourquoi Il y en a pas une de faire plus, ouais. pourquoi pas faire tout un circuit en DRS finalement, maintenant qu'on y est, de toute façon là. C'est ça. Mais voilà, ça va être intéressant de savoir quelle va être la suite sur sur ce truc. Est-ce que c'est un vrai truc légitime? Est-ce que c'est une malfonction? Enfin, ça va être très intéressant à suivre. Mais McLaren, en tout cas, ça bosse très très bien. Et c'est pas la première fois qu'on le dit, mais ça bosse très très bien. Et leurs pilotes sont très très bons parce que on parle de Piastri, mais Norris, comme l'a dit Lens, tu pars 15, tu fais 4. C'est quand même plus qu'honorable. Alors tu profites du fait qu'il y a les deux hispanophones qui ont décidé de jouer à qui est-ce qui est le plus con. Bah les deux ont gagné. Donc bravo Lando. Bah, ils étaient cherchés. Hein. Tout le week-end, il y a eu des trucs en essai libre, machin. Ouais. Il m'a poussé, il m'a bloqué, machin. Ils ont failli se toucher. Au bout d'un moment, c'était écrit qu'ils allaient se sortir. C'était écrit. Ouais. Mais bravo à Piastri qui a mérité cette belle victoire et qui a très bien géré. Ok. Donc, On va peut-être passer par conséquent à Ferrari. On avait vu justement de très belles qualifications pour notre ami Charles Leclerc, qu'on avait déjà couronné roi de Bakou en disant qu'il avait fait, que c'était sa 4e pole d'affilée, mais qu'il avait encore jamais remporté le Grand Prix, ce qui était bien dommage pour lui. Et rebelote ce dimanche. Rebelote. Effectivement, on a vu quand même, alors que les voitures avaient on va dire un niveau équivalent, voire une Ferrari qui était peut-être un peu plus performante que la McLaren. On a vu, effectivement, il est passé au stand, il a chaussé des nouveaux pneus et ça a fonctionné moins bien qu'avant. Il y a le trou qui a été comblé en l'espace de 1 ou 2 tours par Piastri et qu'il a doublé. Il avait pas pris du vue du tout Charles Leclerc. Mais en tout cas, on a vu des Ferrari assez compétitives, puisque derrière on avait notre ami Sainz qui était en 3e position. Qui était en 4e position et qui rattrapait Sergio Pérez. Et puis patatras avec ce petit carton à la fin du Grand Prix. Que penses-tu, Charles Carrefour, de ton alter ego Charles Leclerc sur ce Grand Prix? Il sortait de cette victoire incroyable à Monza, il a gagné Monaco. On l'avait dit un peu justement après cette victoire de Monaco, un peu dans le dur. C'était le regain à Monza, et là on a vu un peu l'écart, en fait un peu ce qui lui manque, alors que c'est un bon pilote. On a vu quand même cette comparaison qui était pas forcément flatteuse pour lui, alors qu'il avait fait jusque-là un très bon week-end. De mémoire, ils ont pas fait d'essai, il a pas roulé avec les pneus hard en essai libre. C'est peut-être ce qui lui a manqué justement, parce qu'effectivement, il continue à faire une qualif où il met quand même 3 dixièmes à Piastri, ce qui est pas rien quand même au final. Alors je sais plus s'il bénéficie quand même d'une belle aspiration ou pas sur la ligne droite, mais bon, 3 dixièmes, faut quand même y aller. L'année dernière, en plus, les temps de cette année sont moins bons que les temps de l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient tout passé au Karcher, je crois, pour éviter justement qu'il y ait un amas de poussière, vu que c'est des routes circulées par des véhicules classiques. Mais du coup, c'est vrai que les temps cette année sont moins bons, mais ce qui permet quand même d'être vraiment au-dessus du lot. Ça qui est fou. Et surtout quand on voit par exemple un Verstappen quand même qui prend quasi une seconde, quoi, tu vois. Qui prend 7 dixièmes, 6 dixièmes et demi. Alors eux, ils avaient l'aileron le plus chargé, mais franchement, en qualif, rien à dire. De toute façon, il le dit, hein, tout ce qui est circuit urbain, c'est son truc. À voir à Singapour, mais pour le coup, c'est vrai qu'il est très fort là-dessus. Après, comme on dit toujours, c'est pas le samedi qu'on met les points. Parce que là, pour le coup, il a jamais concrétisé une pole. Je pense qu'il fait un bon premier relais où on sent que c'est vraiment dans la gestion. Parce que Piastri reste toujours entre 7 dixièmes et 1 seconde. Et clairement, quand il se fait dépasser, par contre, il le dit à la radio, les mecs, ils poussent, je comprends pas, c'est quoi, pourquoi ils avancent aussi vite, quoi, pourquoi ils sont sur ce rythme-là, parce que Pérez, pour le coup, aussi ne flanchait pas, quoi. C'est limite, à un moment donné, on se demandait si Piastri aidait pas Leclerc à avoir le DRS pour se protéger de Pérez, quoi.
Parce que vraiment, il y avait deux groupes, il y avait le trio de tête et il y avait après Sainz Albon. qui se rapprochait de tour en tour quand même. Ouais, t'avais Albon, Norris. Enfin, Albon faisait le train DRS, c'était la locomotive du train DRS. Du coup, ça faisait Albon, Norris, Verstappen et t'avais Russell qui arrivait petit à petit. Donc c'est vrai qu'il y avait deux petits trains qui suivaient à 2-3 secondes d'écart, même un peu plus sûrement. Et par contre, oui, dès qu'il s'est fait dépasser, il a eu une ou deux opportunités pour dépasser, mais on a senti qu'il était trop juste. Ce qui est effectivement dommage parce que je pense que c'était la fois où il avait la meilleure chance de gagner. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu un énorme fait de course pendant le relais de hard, au milieu du relais, lui a pas permis de potentiellement rejouer la gagne. À ce moment-là, je pense qu'il l'a très bien compris. Je pense qu'au bout de 15-20 tours, que ça allait être compliqué de faire quelque chose, et on l'a vu s'écrouler en fin de Grand Prix en plus. On a vu une image quand même magnifique. Moi, pour moi, c'était l'image du week-end, en tout cas du dimanche. C'est quand on voit le virage, je me rappelle plus le numéro du virage, mais on voit Piastri qui dérape avec sa voiture, et derrière, à genre 1 seconde 5, derrière, il y a Leclerc qui est à fond en train d'essayer de le rattraper parce qu'il se dit c'est pas possible, il faut que je gagne, qui fait exactement la même chose avec sa voiture, qui sont à la limite. Et ça, c'était beau, ça. C'est virage 1, hein. Le virage non, c'est le dernier gros virage avant la ligne droite. Oui, c'est ça. 16. C'est le 16, ouais, voilà. C'est le 16. Le 15, c'est là où il s'est planté, et le 16, c'est là où il y a la saucisse. Le gauche où il y a la sortie, le cœur. Ça, c'était magnifique, ça. C'était vraiment la F1 à son sommet. Lance, comment tu vois Ferrari après justement ce Grand Prix de Monza où ils l'ont emporté? C'est pareil, ça a surpris tout le monde. Là, encore une fois, ils étaient très performants parce que en théorie, ça aurait dû faire 2 et 3 s'il n'y avait pas eu ce Merguez Time, ou 1 et 3 peut-être, ou en tout cas les deux pilotes sur le podium probablement. Comment tu analyses le fait que Ferrari puisse être aussi performante sur ce week-end de Bakou? Il profite aussi, là actuellement c'est la deuxième force du plateau, donc finalement ça reste assez logique, ils arrivent à bien se placer. Leclerc a quand même du pot que Pérez et Sainz s'envoient au tas, parce que même finalement Pérez fait quand même une mauvaise attaque sur Leclerc qui fait que finalement il rate la sortie de son virage et se fait passer par Sainz, et quelques mètres plus loin les deux s'enverront au tas, et ce qui laissera le champ libre à Leclerc pour finir. Mais j'aurais bien aimé voir un Pérez un petit peu plus patient, parce qu'avec on a quand même l'impression qu'il avait de meilleurs pneus, et on a vu que Leclerc ses pneus ont vraiment lâché sur la fin. Ah, il était à l'agonie. Et donc je pense qu'il se serait fait passer par un Pérez plus patient. Et après, pour les consignes de course, est-ce que Sainz serait resté gentiment derrière Leclerc? Je sais pas. Je pense que oui. Mais ouais, dire que finalement cette deuxième place, il la gagne aussi parce qu'il y a de l'embrouille derrière lui. Mais en tout cas, c'est un très beau week-end de la part de Ferrari. Tu fais P1, P3 sur la grille. Bon, il y en a un qui finit pas, mais tu finis P2 derrière un Piastri qui fait vraiment bien les choses. Il perd de 5 secondes en 2 tours entre le tour le temps d'arrêt de Piastri et le temps de sortie. D'ailleurs, même Vasseur comprenait pas trop ce qui s'est passé finalement, où sont passées ces 5 secondes. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui va être au cœur du débrief côté Ferrari, savoir ce qui s'est passé. Parce que pour pas autant de temps en chaussant les pneus durs. Finalement, Leclerc avait bien fait un beau petit trou de 6 secondes sur le premier relais. Et il pensait que c'était fait, surtout que Piastri avait complètement bouffé ses pneus à le suivre dans le dirty air. C'est là, on l'a dit tout à l'heure, c'est là où Piastri a eu des bonnes grosses coronesses de refaire la chose et de sentir que là ça pourrait passer, parce que finalement c'est pareil, s'il passait pas au 20e tour, après ils ont dû plus compliqué, et dans ce cas-là après j'imagine que quand en 2 tours tu réserves un écart aussi important, ils ont dû dire c'est maintenant qu'il faut y aller.
Parce que finalement, en tout cas, c'est Piastri qui l'a senti, hein, parce que avec les radios, avec son ingénieur, il avait tendance à lui dire calmos, ton premier relais t'as mangé tes pneus. Si tu veux essayer de faire quelque chose, peut-être construis un petit peu. Okay. Lui, il a décidé autrement. Donc, en tout cas, ouais, une belle course de la part de Ferrari, mais c'est là peut-être que tu vois aussi que Leclerc est pas assez méchant. Okay. Moi, sur ce style de course, ça se voit. Ouais, alors je vais peut-être faire le point sur les classements. On a McLaren qui maintenant est devant Red Bull au classement constructeur avec 476 points. Red Bull en a 456, ça fait 20 points d'avance maintenant. Et Ferrari est troisième avec 425. Donc la lutte en tout cas existe. On a 50 points d'écart entre Ferrari troisième et McLaren premier. Tandis que Mercedes est quatrième avec 309 points. Je vais peut-être poser la question tout de suite à Takuma. On sait qu'il a un avis sur ça, sur le crash Sergio Pérez, Carlos Sainz. Franchement, moi, ça m'a cloué le bec à regarder ça. On se disait, ok, c'est une belle lutte et tout, etc. Sergio, pour une fois, faisait quelque chose de pas mal. Il avait battu son coéquipier, sauf erreur de ma part, en qualification. Il avait été plutôt performant. Et puis, sur la course, on se disait, mais tiens, mais c'est incroyable. Sergio Pérez fait le Grand Prix du dimanche. C'est ouf. Ça faisait quelques mois qu'on n'entendait plus parler de lui en course. Une éternité qu'on n'entendait même pas citer son nom. On n'entendait même pas citer son nom. La dernière fois, c'était Miami 2023. Voilà. Et là, tout d'un coup, il surgit du bois. On se dit, belle course. On a même entendu depuis cette semaine, après la course justement, que Christian Horner a dit que en fait c'était le talent de Max Verstappen qui avait caché les défauts de la voiture que Sergio Pérez avait dénoncé en son temps et qu'il avait raison. Mais là, il a tout cassé. Alors, les torts sont visiblement partagés. En tout cas, c'est ce qu'a dit, ce qu'ont convenu les assurances dans le constat. Mais que dire? Parce que bon, oui, mais ça n'empêche qu'ils ont été cons. Hein. T'as comme moi. Alors, si vous me permettez juste de faire un tout petit point sur Charles Leclerc, je pense qu'il est surpris parce que quand il sort avec les hards, lui il se dit qu'il va faire qu'un seul arrêt, et je pense que de les voir attaquer, il doit se dire ok, pourquoi ils attaquent, ils jouent un double arrêt, parce que c'était une stratégie qui existait de faire 2 arrêts sur cette course. Oui. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué, c'est que je pense qu'il a été surpris que les autres soient à ce point-là offensifs sur les pneus, et je pense qu'au premier abord il a dû se dire mais ça va jamais tenir, etc. Et au final c'est ce qui fait qu'il se fait surprendre. Pour revenir sur Sainz et sur Perez, moi je suis content que ça ait été classé comme incident de course, parce que pour moi il y a pas un fautif, il y en a 2. C'est-à-dire que pour moi Sainz se décale très légèrement, mais pas suffisamment pour que ce soit vraiment méchant, je veux dire. Et Perez de son côté, lui il se dit je vais rester sur ma ligne quoi qu'il en coûte, et je bougerai pas, etc. Donc pour moi, il y a les deux qui font un peu une guerre d'ego entre guillemets, de je vais être le plus fort et machin. Ce qui fait que ça se termine violemment dans un mur, et heureusement sans gravité pour les pilotes, parce que c'est quand même toujours ce qui importe quand on voit un tel crash. Surtout que c'était surprenant à ce moment-là. Il y avait une lutte, le podium était en jeu, sachant que Piastri était injouable. Ça allait être intéressant de voir si Leclerc allait tout perdre, etc. Donc oui, c'est dommageable, surtout que normalement sur ce week-end de course à Singapour, il semblerait que du côté de VCarb on arrête enfin les frais avec Daniel Ricciardo, et que Liam Lawson soit enfin installé. Et alors pareil, hein, c'est une théorie que j'ai vu passer, et ça veut pas dire que c'est gravé dans la roche comme dirait Sniper. Pour la famille et les proches. Exactement, je vois que les hommes de culture ici savaient pas. Que un Liam Lawson qui ferait une très bonne partie de saison chez VCarb, pourquoi pas prendre la place d'un Perez qui est pas du tout en odeur de sainteté, en lui donnant sa chance à côté de Verstappen, qui ouvrirait une place à VCarb pour pourquoi pas un Isaac Hadjar qui se bat pour essayer d'être champion de F2, mais qui reste encore un pilote Red Bull et qui est encore bien vu pour le moment du management. Et VCarb servirait à ce que ça doit servir à la base, c'est-à-dire mettre des pilotes de la filière, leur permettre de se faire les dents pour pourquoi pas derrière accéder à la maison mère, quoi. Donc
je sais pas si c'est ce qui va se passer. Déjà, le fait que Liam Lawson soit installé dans la V-Carb ce week-end à Singapour, c'est des grosses rumeurs. Normalement c'est fait, mais ça n'a pas été officialisé au moment d'enregistre. Mais je me dis que du coup, Sergio Pérez, en ayant cet accident avec Carlos Sainz, déjà qu'il marquait pas beaucoup de points, que ce soit des points au championnat ou des points moraux, etc., par sa saison, malheureusement là, ça commence à faire beaucoup sur son dossier. Et je pense que t'as beau ramener beaucoup d'argent du Mexique par ton merchandising, je pense qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Et malheureusement, je pense que la tête peut tomber à la fin de la saison. Ouais. Bon, après, c'est pas comme si ça faisait. C'est le 17e émission depuis le début de la saison. Je sais pas, je crois qu'on en a parlé au moins 15 fois de cette histoire de Pérez qui reste un maelstrom assez difficile à comprendre. C'est la météo à 10 jours là, on comprend pas bien. On comprend pas bien ce qui se passe exactement. Parce que visiblement, ne pas être performant n'empêche pas de prolonger son contrat. Parce que l'argent, malheureusement. Parce que l'argent. Voilà. Mais donc l'argent est toujours là. L'argent n'est pas parti. D'ailleurs, si vous me permettez une petite anecdote, excusez-moi. Attention. Parce qu'on parlait du Mexique, j'aimerais saluer alors je sais pas si c'est gestionnaire, CEO, je sais plus comment, de l'IndyCar, puisque l'IndyCar n'a toujours pas de Grand Prix au Mexique, par exemple, alors qu'ils ont par exemple un Patricio Howard qui est très apprécié là-bas, ce à quoi le dirigeant de l'IndyCar a dit non mais de toute façon personne connaît Pat Howard, alors que c'est un des plus gros vendeurs de merchandising là-bas. Je pense qu'il a dû bien apprécier. Donc Sergio Pérez a au moins cette chance, c'est qu'en F1, on reconnaît la puissance du marché mexicain. Il a ça pour lui. Après, est-ce que ça va tenir? On va embrayer sur la politique, mais est-ce que le fait qu'une personne comme Donald Trump ait un amour tout modéré des Mexicains fait pas que le public de l'IndyCar, on lui en donne pas trop du Mexique, justement? Peut-être. Ça, je n'en sais rien. Après, il faudrait que les Américains commencent à se sortir les doigts en IndyCar, parce que c'est la 3e année en 4, je crois, que c'est un Espagnol qui remporte l'IndyCar. Donc peut-être ce bon vieux Alex Palou, 27 piges, déjà 3 titres d'IndyCar. Plutôt pas mal le CV, on va pas se mentir. Donc, non, très bien. Je vois qu'on digresse. On digresse pas mal. Qui attend toujours sa chance en Formule 1. Il va être aux essais libres, je sais plus à quel Grand Prix d'ailleurs, Pat Howard, pour McLaren. Donc à voir après peut-être. Est-ce qu'il arriverait en F1 par quelconque porte? En tout cas, je n'avais pas cette info, j'avais pas suivi ça sur notre ami Daniel Ricciardo, qui lui aussi faisait partie des multiples interrogations qu'on avait dans le mercato des pilotes sur cette saison. Et que ça se rapproche aussi vite. Là, on voit qu'au final, c'est vrai que du côté de son écurie, ça va pas fait d'énormes flammes. On l'a vu battu en qualification par son coéquipier Tsunoda. En course, je crois que son coéquipier a eu le malheur d'abandonner suite à un contact avec Stroll qui a oublié de prendre le virage. Et Ricciardo qui a pas fait grand chose, même si au final on peut imaginer que les performances de cette écurie sont pas forcément trop là pour briller. En tout cas, c'est difficile de marquer des points quand on est derrière. Est-ce que Charles, on sait que tu es un grand fan de Mercedes, tu as envie d'en dire 2 mots, parce qu'on a vu qu'ils avaient fait le choix quand même du côté d'Hamilton d'un peu renoncer à ce week-end en changeant tout le moteur et à partir des stands le dimanche. Et du côté de Russell, il se retrouve sur le podium un petit peu par hasard, même lui n'en revenait pas. Même lui a dit qu'il n'avait pas très bien compris ce qui se passait au niveau des pneus. Il a même accusé le manufacturier de pas savoir. En fait, il dit personne ne sait ce qui se passe avec les pneus, moi non plus. Comment est-ce que tu as des choses à dire sur le Flèche d'Argent? C'est clair que Mercedes, je pense qu'ils peuvent s'estimer chanceux à la fin de ce week-end. Un podium de glané alors qu'ils étaient, je pense, 4e force du plateau ce week-end. Donc ce qui est plutôt honorable. Un Russell qui a fait le job, qui prend quand même une demi-seconde sur la pole, et un Verstappen et un Hamilton qui est vraiment à la rue complète. Sacré lapsus. Ouais, sacré lapsus, effectivement. Mais oui, un Hamilton qui a jamais réussi à trouver la recette
pour performer sur ce week-end-là. Même à un moment donné, je pense, c'est libre. Il dit, mais les gars, la voiture, c'est pas possible, là. Il faut faire quelque chose, quoi. Il a vraiment jamais trouvé le bon réglage, le bon setup. Et du coup, je pense que ils en ont profité pour se dire, moi, c'est pas ce week-end-là où on performera avec Lewis. Autant changer maintenant de pièce moteur. Et c'est pour ça je pense qu'ils l'ont fait maintenant. Et en se disant, bah, de toute façon, comme ça, au moins, on finit la saison sans pénalité, potentiellement, des meilleures performances à venir. Faut savoir que Lewis Hamilton, c'est la deuxième fois qu'il se fait battre par son coéquipier en qualification. La dernière fois, c'était la dernière fois, c'était Rosberg en 2014. Non, mais tu veux dire sur une saison. Non, ouais, sur une saison, ouais. Oui, parce qu'en effet, il peut plus, même s'il gagnait toutes les qualifs sur son coéquipier, là, c'est bon, c'est trop tard, hein, il est devancé. Ouais, ça y est, il pourra plus battre Russell dans l'exercice des qualifications cette année. Russell a été vraiment devant lui dans l'exercice. Et Russell a aussi très bien performé en course. Hein. Mais oui, week-end quand même en demi-teinte. Parce qu'ils ont quand même eu un pilote et une course complètement à l'opposé de ce que pouvait faire, ce que a pu avoir Russell. Et bon, chanceux, clairement, par rapport au crash, quoi. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit, quoi. Lance, est-ce que tu veux en ajouter sur Mercedes, ou t'as envie de parler de ton petit chouchou Maxou qui a réussi à limiter les pertes sur ce week-end tout de même. Pas forcément grand-chose à ajouter. On a revu des soucis, mais surtout sur la voiture d'Hamilton. Les réglages étaient peut-être différents d'une voiture à l'autre. On sait que c'est toujours compliqué, donc il a fait ce qu'il a pu. Il est quand même bien remonté et fini à une place honorable. Notre ami Lewis, Russell, pareil, il limite bien les dégâts, et avec les deux oiseaux devant lui, chope une place sur le podium qui lui tombe dans le panier de manière, je pense que lui-même était un peu surpris. Ouais. Donc voilà, bah après on est habitué avec Mercedes, c'est parce que c'est la 3e et 4e, ça se tape un petit peu avec Red Bull au niveau de la voiture. Donc en tout cas, je crois que sur les vitesses de pointe, c'est eux qui avaient la meilleure. J'ai vu sur le speed trap, apparemment, c'était les deux Mercedes qui avaient les meilleures pointes de vitesse. Donc ouais, ils ont pareil, voilà, ça limite les dégâts, ça prend des points, mais c'est au milieu de nulle part au niveau des classements, aussi bien constructeur que pilote. Donc, ça va gérer la fin de saison. Lewis est en gestion jusqu'à la fin de la saison en attendant Ferrari. Russell continue à apprendre ce qu'il y a à apprendre. Donc, voilà, okay. Ils sont très bien. Ils sont dans le ventre mou du top. C'est une position assez particulière, mais alors, ouais, je vais peut-être ils sont quand même une position un peu meilleure que celle d'Aston Martin, qui elle est au milieu du désert. Mais sinon ouais, voilà. Ils ont pas forcément grand-chose à jouer, et après, finalement, ce qu'ils prennent les plus. Après, Aston Martin, ils sont dans le désert depuis un petit peu trop longtemps, mais on l'a déjà fait sur Barbecue F1. Mais ils ont peut-être trouvé l'oasis New Way, puisque ça a été annoncé justement la semaine dernière que New Way signait chez Aston pour 2025. Mais je sais pas si on a vraiment envie de parler de ça. Je crois qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises l'influence de Adrian. Vas-y, Lance. Et surtout, c'est que avec l'arrivée d'Adrian, il pense attirer un autre poisson. Monsieur MV, c'est ça? C'est ça.
Et pas le, Je- stream, et pas je- le streamer, hein. Pas le streamer. Hein, Pas le streamer. Non, non, il est pas pas- Mister MV, hein. Ok. Certain Max. D'accord. Alors, on peut peut-être parler quand même, avant qu'on passe à Alpine, on va évidemment parler d'Alpine. Il y avait deux nouveaux, il y avait Colapinto et notre ami Berman qui étaient présents sur ce circuit. On a vu du côté Williams justement Colapinto qui a vite fait oublier notre ami Sargent sur ce week-end puisqu'il a marqué quand même de beaux points. Et du côté Berman, c'est la même chose. Lui aussi, il a marqué des points avec son écurie, sa nouvelle écurie As, alors qu'il avait fait justement, c'était Singapour, c'était quel Grand Prix déjà où il a marqué des points? Arabie Saoudite. Arabie En Saoudite. Italie, l'Arabie Saoudite avec Ferrari. Ouais. Avec Ferrari. J'ai zappé ça. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors justement, j'embraye un petit peu sur le sujet de discussion avec le fait que ça serait bien que Ricciardo laisse sa place, ça serait bien que Perez laisse sa place, qu'on voit des nouveaux arriver, des gens qui ont fait leur preuve en F2 notamment. Là, on a des jeunes pilotes qui sont quand même intéressants, qui contrairement à ce qu'on disait sur les pilotes payants auparavant, est-ce que ça vous a mis en joie sur ce week-end, Lance? Bah, il y en a un qui est un peu payant quand même. Oui, mais il est jeune. C'est un Jeune payant. Après, t'avais des jeunes aussi payants, mais lui, c'est un payant qui finit pas dans le mur. Donc, c'est toujours bien. Après, c'est vrai que c'est ça qui est assez particulier parce que tu prends Bierman, qui est dans le ventre mou de la F2, qui performe pas plus que ça, mais le mec, dès que tu le mets dans une Formule 1, et en fait, il y a une petite cape qui pousse sur ses épaules et il se transforme en super-héros, quoi, le mec. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, un peu comme ces joueurs de foot que tu fous en National 2, bah, qui élèvent pas plus que ça leur niveau de jeu, mais dès que tu les mets en Coupe de France contre un club de Ligue 1, le mec il se transforme en Paul Pogba Prime, quoi. Donc c'est toujours particulier. En tout cas, c'est quand même mieux que ça aille dans ce sens-là que l'inverse. Mais en tout cas, quand même assez surpris de Berman et surtout Colapinto où a priori les Argentins ont découvert que on pouvait faire autre chose que du football. Donc c'est bien. Ils font du rugby aussi, les Argentins quand même, Lance. Ouais, vite fait, quoi. D'accord, ok. Ok, on préfère oublier des non, mais défaites cuisantes. parlons sérieusement. On préfère oublier les défaites cuisantes du 15 de France. Enfin bon. Au niveau du bilan, je pense qu'on leur en met quand même pas mal dans la gueule. Mais ça c'est autre chose. Tu peux te faire battre 2 fois, mais si à côté tu perds 18, après, il y a des problèmes. On a même réussi à perdre contre l'Italie. Hein. On a même réussi à perdre contre l'Italie en rugby. Donc, tout est possible. Écoute, moi, je me rappelle la Coupe du Monde de rugby en France. Ça fait bien mal. Des belles fessées. Et Charles, t'as pensé quoi, toi, de ces nouveaux pilotes qui sont arrivés, sachant qu'on sait qu'il y aura aussi un nouveau pilote chez Mercedes, par exemple, sur la saison prochaine, le remplaçant de Lewis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que tu veux? Bah, d'une, je pense que, alors, on voulait sûrement tous voir du renouveau chez Williams, parce que, vous savez, même s'ils ont dit on est arrivé à la fin d'un cycle, enfin, le cycle à un moment donné, je pense que c'était plus possible, quoi. Même s'il amenait de l'argent, il en faisait perdre beaucoup, par les résultats médiocres, en fait, de chaque Grand Prix, et c'est vrai que c'était plus possible de garder un mec qui est pas capable de te ramener déjà la voiture au stand, en fin de course, et de 2, des points, indispensable pour une écurie de fond de plateau qui est même pas au budget de cap, quoi. Donc il était grand temps de se séparer de Sargent, et en fait ça montre juste qu'il était pas du tout au niveau, parce qu'on sait même pas si Colapinto est au niveau. On sait juste qu'il est au-dessus de Sargent. En 2 courses, il a fait mieux que Sargent, il a montré plus de choses que Sargent en 2 courses. Alors j'ai envie de dire, c'est des circuits relativement quand même peu classiques, c'est-à-dire Monza où on vient avec un concept aéro spécifique, et là on vient avec, enfin c'est un circuit très, où encore une fois l'aspiration fait un jeu. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des concepts dans les circuits qui font que j'ai du mal des fois à appeler ça un circuit classique. Il a quand même tapé en essai libre, il me semble, Colapinto.
Donc il a encore un petit peu cassé la voiture, mais rien de fou. Et je crois que c'est encore moins grave que ce qu'a pu faire Charles Leclerc, par exemple. Donc bon, en tout cas, il a fait le taf et là-dessus, on peut pas lui reprocher de ce qu'on lui demande, quoi. Ok. Et là, c'est clair qu'il a même, je pense, fait mieux. Il a dépassé les attentes de James Wolfe. Donc c'est plutôt cool. Et concernant Birman, battre Hülkenberg en qualif alors que ça fait des années que le type est là, qui connaît bien la voiture, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Donc là-dessus, il a fait du bon boulot. Je pense qu'effectivement, comme disait Lens, il y a peut-être cet effet, je pense le positif attire le positif, et du coup, je pense qu'il aurait même pu passer en Q3, ça se joue à pas grand-chose, et du coup, il aurait pu vraiment faire un super GP, encore mieux peut-être. Donc non, du positif pour les deux nouveaux, et du coup, ça peut être cool pour l'année prochaine pour As de se dire bon j'ai peut-être un pilote qui enfin est un pilote d'une académie qui fait en sorte de bien performer, comme a pu avoir par exemple Alfa Romeo avec Charles Leclerc pendant quelques années, tu vois. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la trempe de Charles Leclerc quand même, mais qui soit capable d'apporter des bons résultats malgré une voiture bien en deçà de ce qu'elle est capable de faire. D'accord. Alors la transition est trouvée avec un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet d'Alpine qui a comme futur pilote l'année prochaine Doohan, un jeune lui aussi qui arrive dans cette écurie. Alors je vais arrêter de m'exprimer sur Alpine parce que c'est un peu dur pour moi. Je vais poser tout de suite la question à Takuma: que retirer de ces week-ends pour Alpine? Là on a Luca De Meo qui est censé aller à Viry-Châtillon faire une petite conférence auprès des collaborateurs là où ils font le moteur. On a vu ce week-end avec Ocon qui était nulle part. On avait vu Gasly qui était plutôt finalement pas mal en qualification, puisqu'il était passé en Q2 et c'était pas trop mal ce qu'il avait fait, mais qui a été disqualifié. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça, Takuma? Rien. Voilà, écurie suivante. Je pense qu'il faut gagner du temps avec Alpine. Il faut arrêter de se prendre la tête. Il y a Esteban Ocon, tu sens qu'il fait la fin de la saison parce qu'il est sous contrat, mais il en a plus rien à foutre. La voiture, c'est une merguez, il y a rien qui va. On sait pas quel est le motoriste. Les mecs menacent de se mettre en grève parce qu'ils savent rien. Briator, de toute façon, il est là pour faire des effets de manche et faire des discours, mais on sait pas ce qu'il va apporter. Cette écurie, faut tout cramer. Voilà, écoutez, je pense que c'est important. C'est tout cramer et repartir sur des basses scènes parce que il y a absolument rien. Il y a rien, c'est nul. Tu te fais taper par qui? Par Williams, qui a engagé un mec compétent et qui bosse pour tirer le maximum. Ouais, c'est ça. Une écurie qui était nulle part. Il y a, il y a 2 ans, 3 ans, ils étaient nulle part, Williams. Ouais. C'était nul. C'était une charrette. Après et post-Covid, ils étaient vraiment à la rue, ouais. Ils ont pris ils avaient Latifi aussi. Ils ont eu Latifi, Sargent, Sirotkin, Nasser, Ericsson. Bon, ils en ont eu des merdes, hein, bien sûr. Mais voilà, ils ont eu Alex Albon, ils ont mis James Wolfe qui a pris le temps de voir ce qu'il y avait et puis de maximiser ce qu'il y avait à maximiser sans faire de bruit, ça bosse. Et voilà, le secret c'est ça bosse, ça sait où ça va. Et là, alors là, je pense que ils ont appris de leurs erreurs pour paraphraser quelqu'un. Pardon. Bien sûr. Et pour citer un autre philosophe de ce podcast, un certain Lance N, je pense que les points de Williams sont circonstanciels. Puisque grosse vitesse de pointe, grande ligne droite, je pense que Singapour ils vont un peu plus galérer. Mais Williams, quand tu les regardes maintenant, t'as plus ce sentiment de honte quand tu les vois. T'as plus ce mode putain quand même Williams ça fait chier. Là tu te dis ok, c'est vers la bonne direction. Alors ils partent de très loin, donc fatalement ils vont pas jouer des titres et des podiums, mais au moins il y a vraiment quelque chose qui a l'air de se passer dans cette écurie. Là où Alpine, sincèrement, je sais pas ce qu'ils font. Il y a pas de ligne claire, il y a pas de vision, il y a pas de truc à quoi se raccrocher. Même Sauber, qui est quand même, à mon avis, la pire écurie de cette année, tu te dis, ils font le dos rond, puisque de toute façon, après, c'est Audi. Donc, c'est pas grave si maintenant, c'est pas bien. Tu sais qu'il y a Audi qui va reprendre et ça va repartir sur un nouveau truc. Donc, bon, ok, là, c'est pas ouf, mais Alpine, tu ne sais pas, c'est pas bien, s'il y a rien.
c'est un naufrage. Ouais, mais même quand on savait, ça n'allait pas. Lance, je te laisse poursuivre. Ouais, et ça va pas aller en s'améliorant parce que le Douane, à part être un fils d'eux, et encore, c'était sur 2 roues et pas sur 4. On sait qu'il est là parce que écurie Briator. Donc déjà, tu sens que ça pue, rien que pour le deuxième pilote. Derrière, t'as l'évolution du moteur. Par contre, l'évolution moteur, c'est dès la saison prochaine ou 2026? 2026, je crois. Ouais, c'est 2026. Donc, ouais, donc voilà, c'est que les mecs à Viry, ils savent qu'ils en ont pour une année et encore, ça va être quoi? Ça va être juste des mecs qui vont monter des moteurs dans une usine. Donc limite, t'échanges avec les mecs qui sont à Douai ou à Maubeuge, c'est pareil quoi. Donc ouais, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, pour Alpine, c'est vrai que Gasly fait un bon week-end et bon, il finit 12e parce que devant il y a une partie de Mario Kart entre une Ferrari et une Red Bull. Donc tout le monde a finalement gagné de manière assez artificielle 2 places. Mais Gasly, il est là. Et là, c'est quoi encore? C'est un déficit sur le débit d'essence. Non, justement, je crois qu'ils ont trop d'essence. Voilà, donc c'était un problème sur le débit d'essence. En fait, limites, t'as envie de dire, bon les gars, économisez de l'argent, mettez les warnings, rangez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence et participez pas aux dernières courses. En fait, vous êtes ridicules. Vous êtes pris 10 points par Williams et on l'a assez dit dans le podcast où à ces niveaux pour ces équipes. Tu grappilles 2 points par 2 points et encore si t'as 2 points, c'est que t'as fait une P9 et donc t'es tout heureux. Donc là ils s'en sont pris 10 dans la tronche. Un Colapinto qui fait c'est sa 2e course, le mec il marque infiniment plus de points que tous les autres. Enfin bref, par moment. Ok. C'est Takuma a tout dit, ça en est désespérant quoi. Et le pire c'est que t'as des équipes comme Williams, oui, où tu vois où ils veulent aller. Et surtout, c'est qu'apparemment, ils ont un projet, parce que même un mec comme Carlos Sainz, qui avait quand même un certain nombre de contrats sur la table, le mec, il choisit d'aller chez Williams. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a un projet, c'est qu'on lui a parlé. Pendant longtemps, c'était quand même Audi qui pointait le bout de son nez avec papa qui était aussi dans les parages. Oui. Au moins, tu sens qu'il y a quand même du concret chez Williams. Là, chez Alpine, vous avez entendu quoi comme rumeur pour prendre le 2e baquet avec à côté de Pierrot? Il y a eu Sainz à un moment. Il y a eu Sainz à un moment. Voilà. Ça aurait été bien. Voilà. Et Bottas. Donc, Si, il y a eu Bottas à un moment en rumeur. Ouais. Super, ouais, hein. Donc, c'est super. Mais franchement, au pire, genre là, t'en es. Le problème, c'est pas là, c'est le pro. Oui, il y avait surtout Schumacher qui faisait encore plus peur de tout ça, je trouve, personnellement. Mais il y avait quand même le sujet, c'est pas tant le pilote que surtout le fait que la voiture, il y a des problèmes techniques récurrents de disqualification et ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Et effectivement, on peut se dire que chez Williams, ils font le dos rond, ils travaillent. Après, on est moins attentif quant à leurs erreurs, mais avec Sargent, c'est vrai que ça cachait quand même, je pense, pas mal la forêt. Mais côté Alpine, c'est vrai que on l'a dit tellement de fois, c'est pour ça que je dis plus rien. C'est que quand je fais l'intro des émissions, à chaque fois, je répétais je laissais le même texte sur Alpine. Il y a quand même des fois où je disais qu'ils nous avaient impressionnés cette fois-ci, mais c'était dans la médiocrité. Là, c'est juste les bras m'en tombent, comme on pourrait dire. Charles, vas-y. Moi, j'ai l'impression quand même que tant qu'Alpine sera d'un côté à Viry, d'un côté à Enstone, j'ai l'impression que tous les mots qu'Alpine a en ce moment, les problèmes qu'ils ont et tout là, seront pas résolus, quoi. Ok. T'entends aucune écurie se plaindre comme ça. Enfin, clairement, c'est tellement un ovni parmi les 9 autres écuries. Je vois pas comment ils arriveraient à recréer une synergie, quoi. Plus là, entre la direction et les employés, il y a une fracture, quoi. Bon, bien sûr. Après, c'est que
Et que Enstone en profite, hein, parce que pour l'instant, ils ont tendance à mettre tout sur le dos de Viry. Ouais. Le jour où Viry n'est plus dans l'équation et que c'est un moteur Mercedes, il va falloir que les mecs ils prennent leur responsabilité de la fabrication de la charrette aérodynamique, quoi. Ok. Ouais. Bon, on va pas les enterrer pour la 52e fois. C'est Alpine Walking Dead, cette histoire. Voilà, c'est... Bon, on va quand même écouter les 5 infos inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vettel. So box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Ollie Berman est le premier pilote de l'histoire de la F1 à marquer des points sur ses 2 premières courses, et en plus pour 2 équipes différentes. Le podium de cette course est le premier à avoir 3 pilotes champions de F2. Bon, ok, la F2 c'est récent, mais c'est tout de même notable. Vous m'enlèverez pas de la tête que l'année prochaine, le duo de pilotes Williams, Alex Albon, Carlos Sainz s'appellera Carbonara. La dernière fois que Ferrari a été l'équipe championne du monde, Red Bull n'avait aucune victoire, Kimi Antonelli avait 2 ans et Lewis Hamilton n'avait que 9 victoires. Eh oui, depuis 2008, il s'est passé pas mal de choses. En se crachant, Carlos Sainz a offert 7 points à Williams. Pas fou le mec avec ses 7 points, il a indirectement offert des millions de dollars à sa future équipe en les aidant pour le classement de la saison. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et ouais, Sébastien Vettel nous a fait sa petite théorie du complot à la passe de notre ami Takuma, parce que oui, effectivement, crash de Sainz et plein de points dans l'escarcelle de Williams. Et puis oui, il y avait des trucs assez surprenants, comme cette histoire de carbonara du côté de Williams. Encore, j'ai pas très bien compris. Pour moi, c'est plus italien, mais après, ça dépend si on met de la crème ou des oignons, je sais plus. La recette officielle, faudrait demander à la Scuderia. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur ce week-end de Grand Prix? On passe tout de suite à prochain, qui est Singapour, qui arrive tout vite. Mais, fait exceptionnel, je crois qu'on n'a pas parlé de Max Verstappen. On a parlé de Perez, mais tout à fait. Ouais, non, mais on n'a pas parlé de Max. Et je pense que ça veut tout dire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une petite musique où on en parlait la semaine dernière, où je te disais qu'il y avait un monde où Max Verstappen n'était peut-être pas champion. Il y a de plus en plus de gens qui sont persuadés que ça peut arriver. Là, actuellement. Ouais. Bah, surtout que Singapour, c'est pas tellement un Grand Prix axé Red Bull. Non. On sait qu'en plus Max Verstappen, en termes de pièces, il a déjà pris des pénats sur certaines pièces cette saison, donc on n'est pas à l'abri que ça revienne. Là où McLaren a l'air d'être plutôt clean pour le moment. Déjà pour le championnat constructeur, McLaren peut faire un gros pas en avant via Singapour. Ouais. Et alors il a 60 points d'avance Verstappen sur les pilotes, alors ça reste un petit gap. Mais 10 points par-ci, 15 points par-là, ça peut aller vite, hein. Il reste 7 Grand Prix, je crois. Ouais, 7 et surtout et 2 sprints. Et surtout que Singapour, il y a un sprint en plus. Non, il n'y a pas de sprint à Singapour. C'est Qatar et USA. Qatar et USA, je crois, les prochains sprints. Non, il y en a 3 encore des sprints. Eh ben, il y a USA, Qatar et Sao Paulo, je crois. Il me semble que c'est Sao Paulo, oui. En tout cas, moi, juste pour dire les choses officiellement à tout le public qui nous écoute, il y a eu un sondage dans la communauté des intervenants barbecue F1. Personne n'a annoncé que ça serait pas Verstappen champion du monde à la fin de la saison quand même. Donc, faut un peu savoir. Là, il a perdu une occasion de se rapprocher encore plus, notre ami Norris. Avec ce week-end, tout de même. Ça fait depuis combien de temps que le champion pilote n'est pas le même que le champion constructeur? Enfin, je veux dire que le champion pilote n'est pas dans l'écurie du champion constructeur. C'est quand la dernière fois que ça s'est 2021 passé? Avec Verstappen et Mercedes. C'est le premier Mercedes, titre. ok. Ouais, premier titre de Verstappen. Donc, ouais, c'était pas une stat incroyable, Takuma. C'était intéressant. On peut finir un Grand Prix sous Virtual Safety Car. Je dis ça, je dis rien, mais... Ok. Bon, donc on va passer sur les pronostics de... Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez la signification du pourquoi, du comment Verstappen s'est arrêté dans l'avant-dernier tour sous Virtual? Il pensait quoi? Qu'il n'y aurait pas la Virtual et qu'il pouvait mettre des pneus slick et choper le meilleur temps. Je crois que c'est ça qu'il voulait faire. Il me semble que c'est ça qu'il voulait faire, ouais. Il avait quand même l'ambition. Je pense qu'il est passé à côté des mecs avec l'accident. Il s'est dit non, tranquille,
il va y avoir juste un petit drapeau jaune. Puis il fallait quand même qu'il pimente un petit peu sa course du dimanche. Là, s'il avait le temps, en vrai, s'il avait le temps derrière, pourquoi pas. Donc, il avait peut-être pas compté les tours. C'est comme ceux qui comptent pas les cartes au tarot, quoi. Et il avait pas compté pendant la course. Ok, Singapour pronostic. J'annonce tout de même que l'année dernière, on avait Sainz qui l'avait emporté devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Ça, c'était la saison dernière, et la saison d'avant, c'était Pérez, Leclerc, Sainz. Effectivement, à l'époque, on disait que Pérez, voilà, c'était le roi des circuits urbains. Il avait emporté Singapour, c'était cool pour lui. Qu'est-ce qu'on va penser de cette saison de Singapour? Est-ce que notre ami Lando Norris va vraiment essayer d'être compétitif contre Max Verstappen pour essayer de remporter le sacre? Qu'est-ce que tu en penses? Charles Carrefour, tu avais annoncé, t'avais pas fait de pronostic. Non, je crois que j'avais pas parié. T'avais pas parié pour. Ouais. Qu'est-ce que tu pas penses parié de parce que j'avais vraiment pas d'idée. J'ai l'impression quand même que les Ferrari en qualif peuvent être meilleurs sur ce circuit-là, mais que après potentiellement, vu que c'est compliqué de doubler, elles pourraient rester en tête. Et j'ai envie de dire doubler Ferrari, Leclerc, Sainz et Norris. Waouh, c'est beau ça. Lance, t'avais annoncé Lando Norris, Piastri et Leclerc. C'était pas mal, mais non. Ça a un petit peu coincé, quoi. Ouais, là, je pense que je vais partir sur la même chose, un Norris, Piastri, Leclerc. Ok. Tu vois, à un moment, j'ai hésité, non, pas mettre Leclerc. Je vais bouger, je vais mettre Russell en P3. Ok. C'est vrai que t'aimes pas trop Leclerc, t'aimes pas trop la C'est hype. pas que je l'aime pas trop, je pense que c'est le pilote le plus surestimé de l'histoire. Mais sinon, je le déteste pas, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire que moi, quand ce mec-là a eu de la chance, a juste eu de la chance d'être chez Ferrari. Tu sais que on dit, je le dis, doit pas être la première fois que je le dis, mais la chance c'est le mot qu'on utilise pour parler du talent des autres. Ouais, mais bon, 3 milliards de grands prix, 12 000 pole position, ouais, 7 grands prix gagnés, quoi. Ok. Après, quand tu remets les choses dans leur contexte, c'est comme si dire que Norris a gagné 2 grands prix en 5 saisons et Piastri 2 en 18 mois. Oui. Mais... quand tu remets dans le contexte, tu comprends très bien pourquoi il a pas gagné, quoi. En tout cas, l'hiver arrive et Charles Leclerc est rhabillé par Lance Stroll. Takuma, je te laisse nous annoncer ton pronostic. Toi, tu avais annoncé une victoire de Norris aussi avec une 2e place de Piastri et aussi Charles Leclerc en 3e position. Le même pronostic que Lance Stroll. Qu'est-ce que tu vas nous servir cette fois-ci? Eh bien, je vais annoncer une victoire de Charles Leclerc à Singapour, puisque c'est un circuit qui réussit plutôt bien à Ferrari sur les années récentes. Donc, moi, j'ai envie de croire à une victoire de Charles Leclerc devant Lando Norris, et je vais mettre Oscar Piastri en 3e position quand même. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais faire le même pronostic que toi. Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri. Voilà. Moi, j'aime bien Charles Leclerc, j'ai envie d'y croire aussi, à cette belle histoire avec Ferrari. Leclerc, quand tu regardes les saisons, quelles sont les saisons où vraiment il a une voiture pour se battre régulièrement? Ouais. Je veux dire. Il y a quand même l'impression il avait une bagnole de qualif, mais ils avaient jamais une bagnole de course, donc il faisait vraiment des super qualifs. Et derrière, c'était toujours le problème, c'est qu'il réglait très très mal. Et ça fait depuis quoi cette année où on voit une écurie Ferrari qui a essayé d'équilibrer avec la voie de la course du dimanche et la qualif, ils ont essayé d'équilibrer. Et pour revenir juste sur Russell, j'aimerais juste saluer qu'il a fait peut-être la course la plus George Russell sur 20, c'est-à-dire tu le vois pas de tout le Grand Prix, il fait pas un bruit, il fait pas un truc et il finit sur le podium, tu sais pas comment. C'est la course la plus George Russell qui puisse exister, c'est prodigieux. Voilà. Clairement. Okay. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit déjà, je sais pas, parler de tout et de rien, de plein de choses, d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Takuma. Saluer Alex Palou parce que il fait une très belle saison en IndyCar et les gens devraient regarder plus d'IndyCar parce que c'est quand même très bien aussi. C'est différent que la F1, mais c'est très très bien. Donc j'aimerais le saluer parce que c'est un super pilote
Et puis j'aimerais aussi saluer Isaac Hadjar qui lui en termes de poisse en Formule 2 cette saison c'est quand même assez copieux. Donc j'espère qu'il va réussir à s'en sortir cette saison et à choper le titre. Là il va falloir attendre le Qatar pour le prochain Grand Prix. Bon, va falloir pas mal attendre. Donc j'espère qu'il va réussir à s'en sortir. Il est plus leader en Formule 2. C'est un peu dommage. Mais bon, il reste du temps. Il est à 4 points et demi de Bortoleto, donc ça reste jouable, sachant que en Formule 2, il y a 2 courses, une course sprint et une course feature, comme ils appellent ça. Donc Course principale. Voilà, une course principale. Donc on va espérer qu'Isaac Hadjar réussisse à se remettre, puisque sur les 4 dernières courses, il fait quand même 10e, 11e, 12e, 14e. Et avant sa victoire à Spa, il fait 9e, 18e. Tant dire qu'il est sur une série là. Ah ouais. Top délire. Top délire. Donc voilà. Donc j'espère que pour les 2 dernières courses qui sont au Qatar et à Abu Dhabi, j'espère que ça ira bien pour Hadjar. Parce que c'est toujours cool de voir des Français gagner en Formule 2, puisque ça signifie que de toute façon, dans 1 an, il est en Super Formula, en 2 ans en WEC, en 3 ans en Formule 1 et en 4 ans, il est consultant sur la RTBF. Donc bravo Isaac. D'autres choses à ajouter, les gars? Tu pourrais être manager. Non, il pourrait aller en IndyCar aussi. Bah, écoute, j'espère que ça se passera mieux que pour Cher. On lui a dit, tu vas faire des courses, puis au bout d'une course, tu vas plus faire de courses. C'était une belle gestion, ça aussi. Ouais. Ok. Mais bon. C'est clair. Bon, alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour tout, les gars, pour cette belle émission, suite à ce beau Grand Prix de Bakou. On voit quand même une lutte en tête qui est excitante, avec pas mal d'écuries, et si on se rappelle des saisons passées avec l'ultra domination Red Bull et Verstappen, et puis auparavant cette domination Mercedes pendant de longues saisons, eh bien ça change pas mal. Difficile au jeu des pronostics. Ouais. Nos moyennes ont nettement chuté. Donc on verra ce qui se passe à Singapour. Tant mieux. Ouais, et c'est peut-être le malheur de Norris pour le titre de champion. Exactement. C'est que les victoires, les podiums, les points s'éparpillent énormément sur plein de pilotes. C'est-à-dire que c'est vrai que Max maintenant, il commence à tirer la langue. Il a gagné ses 7 courses au début, et là ça fait quand même quasiment. C'était à Barcelone sa dernière victoire. C'était il y a 7 Grands Prix. Qu'il a rien scoré, qu'il score minimum. Donc et que Singapour, il est déjà avec une Red Bull qui volait. Il avait tendance à faire des mauvais résultats. Bah, c'est le Grand Prix. Norris, c'est le Grand Prix qu'ils n'ont pas gagné. 20 points, quoi. C'est le Grand Prix qu'ils n'ont pas gagné l'année dernière à Singapour, côté Red Bull. Ok les gars, bon ben ciao, à la prochaine. Et puis rendez-vous après Singapour. Ciao ciao. Accélère!